Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues. Alors ce rapport RCT chaque année relève d'un véritable paradoxe puisque nous allons parler de plein de choses qui sont en dehors de la mission stricto sensu et en même temps c'est certes paradoxal mais c'est en même temps tout l'intérêt de votre venue, Madame la Ministre, devant notre commission et des débats qu'on va pouvoir entretenir avec vous. Cette mission a été examinée chez nos collègues de la Commission des Finances la semaine dernière et il viendra devant la Commission des Lois, devant notre commission, demain matin. J'aurai trois sujets à aborder avec vous, Madame la Ministre. Le premier, qui s'inscrit dans le cadre général et des perspectives des finances locales. Vous savez, évidemment, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que les contrats dits de Cahors ont été suspendus en raison de la crise sanitaire. Nous allons écrire et voter une prochaine loi de programmation des finances publiques. Comment envisagez-vous cette notion de contractualisation? Comment, du point de vue de votre ministère, vous voyez soit un abandon, soit une refonte des dispositifs contractuels avec les collectivités locales en termes de finances publiques? Je crois que c'est un sujet intéressant parce que si la crise sanitaire puis économique fait sauter tout un tas de précautions ou de jalons, il s'agit de savoir comment on va pouvoir ensuite aborder la suite, les choses dans l'avenir. Deuxième sujet, vous l'avez, Monsieur le Président François-Noël Buffet l'a abordé tout à l'heure, c'est la question des impôts de production. Quel regard portez-vous, vu de votre ministère, sur une tendance de fond qui consiste à substituer à des impositions sur lesquelles les collectivités territoriales ont à la fois un pouvoir de taux, parfois même d'assiette, et sur lequel elles ont vraiment la main, vers des mécanismes de compensation? Et vous savez que dans cette commission, nous sommes particulièrement vigilants à la notion d'autonomie fiscale et d'autonomie financière des collectivités territoriales. Et je profite de la présence de notre collègue Françoise Gatel pour vous poser la question de savoir comment vous entendez peut-être interroger l'objectif de l'article 4 de la proposition de loi organique pour le plein exercice des libertés locales qui a été adoptée ici il y a quelques semaines, qui tente à définir des ressources propres. Et enfin, troisième sujet, c'est une marotte, en tout cas pour moi, et je sais que c'est partagé par un certain nombre de collègues. La DETR a fait l'objet d'un rapport de notre collègue députée, Mme Pires-Beaune. Comment envisagez-vous de tirer des conclusions de ce rapport, d'une part, et peut-être pour regarder comment cette DETR pourrait être davantage encore centrée sur les territoires ruraux? On sait bien dans nos départements que le R de DETR parfois est lui aussi, comme je le disais tout à l'heure, un peu paradoxal. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Guéné, au titre de la Commission des finances. Merci, monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues rapporteurs spécial. Simplement, étant la Commission des lois, je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres et d'éléments financiers. Simplement, je voudrais revenir sur ceux qu'a évoqué mon collègue. C'est vrai que cette mission RCT, c'est 3,8 milliards sur les presque 105 milliards que comptent les transferts de l'État. Alors c'est vrai qu'on est obligé de s'échapper un peu de notre carcan. Si, mais peut-être il faut que je parle plus fort. Voilà. Donc je disais que nous ne représentons certes que 3,8 milliards sur les 105 des transferts de l'État aux collectivités. Aussi, allons-nous nous échapper un peu de ce carcan qui est un peu trop étroit. Je voudrais dire que je ne vais pas contester ici les chiffres que donne Madame la Ministre. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils sont quelquefois même intéressants. Au niveau des investissements, il y a des efforts très nets. Et on verra au niveau du filet de sécurité qui est institué pour faire face à la pandémie. Le diable se cache probablement dans les détails. Il faudra probablement avoir une voiture balai quelque part. On verra bien. Simplement, moi, je voudrais quand même
m'appesantir un petit peu sur les grandes articulations du système des finances locales. C'est vrai que avec la taxe d'habitation et les impôts de production, nous allons arriver à grosso modo à 35 milliards qui vont bouger quelque part sur les 95 milliards de la fiscalité locale qui vont devenir de la fiscalité, des parts de la fiscalité nationale. Et je crois que même si vous nous dites, Madame la Ministre, que vous avez des rendez-vous avec les associations locales, on voit très bien que notre système ne peut plus fonctionner comme avant avec cette part d'impôts nationaux. Et de la même manière, on peut s'interroger sur la place du Parlement demain avec des rendez-vous qui sont certes normaux avec les partenaires que sont les associations d'élus, mais je veux dire, quand même le Parlement qui a priori vote l'impôt. Et donc il peut y avoir de la concertation, mais au final, il faut bien que les uns et les autres puissent s'y retrouver. Donc, quelque part, je fais partie de ceux, vous le savez, Madame la Ministre, qui pensent que, comme on l'a vu, la péréquation n'est pas forcément au rendez-vous tel qu'on la souhaiterait, car il y a la péréquation horizontale officielle a été stoppée à 1 milliard depuis quelques années maintenant. Et on voit bien que s'il y a une péréquation qui existe et qui est verticale, on voit très bien qu'elle est prise sur l'enveloppe normée et que donc finalement c'est toutes les communes, à quelques exceptions près, compte tenu de leur potentiel fiscal qui peut les faire sortir et qui contribue à cette péréquation, qui est donc aussi une péréquation horizontale, mais pas forcément telle qu'elle devrait être. Donc je pense à ce titre qu'il faudrait que nous profitions du temps que nous avons devant nous pour peut-être réviser le FPIC qui ne fait pas recette de part et d'autre, et peut-être le corriger avec un lissage. Le deuxième élément que je pense qui me paraît nécessaire, et j'aimerais avoir aussi votre avis sur cette question, vous voyez bien, on parle certes d'autonomie fiscale qui n'est pas dans la Constitution, mais parlons plutôt de l'autonomie financière. Mais même si aujourd'hui, enfin demain, les règles seront toujours de l'article 72.2 seront toujours respectées, les régions n'auront plus que 10% de recettes sur lesquelles elles auront un levier fiscal, les départements un tiers et les communes, le bloc communal 62%. Donc, compte tenu de l'attachement des Français et des élus au levier fiscal et un peu à ce lien entre le contribuable et la cité, si j'ose dire, je pense que nous avons tous intérêt ensemble à réfléchir sur quel impôt nous devrions conserver à ce titre, parce que lorsqu'ils seront tous supprimés, les impôts, je veux dire, territorialisés, il sera difficile d'en réinstituer des autres. Alors je pense qu'il devrait y avoir une réflexion à ce niveau-là. Et enfin, le troisième point, pour terminer, vous savez que je suis très attaché à la mise en place d'une nouvelle gouvernance systémique. Enfin bon, on va employer des grands termes, mais et d'ailleurs, je sais que ça vous intéresse aussi, puisque vous m'avez fait demander ce que j'entendais par là, à la suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut redéfinir les rapports entre les collectivités, le Parlement et l'État pour faire fonctionner ce nouveau système où il y aura une grande part d'impôts nationaux. On ne peut plus continuer. Ou alors, sinon, il ne faudra plus parler, je veux dire, de libre administration des collectivités et de rôle du Parlement. Voilà, je m'arrêterai là, mais c'est simplement, il me semble que ce sont les trois pistes sur lesquelles nous devrions tous travailler, et il serait intéressant que vous puissiez nous donner votre avis sur ces questions. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais laisser la parole à Madame le ministre pour répondre à ces questions. Ensuite, si les collègues souhaitent poser des questions, vous signalez et naturellement, cela sera fait. Ah voilà, ça marche. Cher Loïc Hervé, sur les contrats de Cahors, vous savez que ça valait pour 2018, 2019 et 2020, et donc ça a été suspendu du fait de la crise, effectivement, en 2020. Je crois que ça a été un outil qui a été utile et efficace, mais je dirais, avant de pouvoir poursuivre
ou l'idée de poursuivre les contrats de Cahors, il faut faire l'analyse dans laquelle, évidemment, se trouve à la fois le budget de l'État et le budget des collectivités territoriales. Ce qui veut dire qu'il faudra définir des outils d'association des collectivités territoriales au compte public, mais il faudra se poser la question des bonnes... Voilà, il faudra choisir les bonnes réponses, si je puis dire, les bonnes trajectoires. Est-ce que c'est sur le fonctionnement? Est-ce que c'est sur l'investissement? Est-ce qu'il faut compter l'endettement, etc. Ces trajectoires, il faudra en parler. Évidemment, nous les construirons avec les élus. Autrement dit, on n'est pas prêt à remettre les contrats de Cahors, si c'est ce que vous voulez m'entendre dire comme cela, évidemment. Évidemment. Deuxième point, sur les impôts de production. J'entends ce que vous dites, bien évidemment, mais je voudrais quand même rappeler que sur le bloc communal, on parle de 3,2 milliards sur 43 milliards. Il faut toujours doser, si je puis dire, l'importance de cette diminution de la part des impôts de production. Je crois que ça pose, et ça me permet de répondre en même temps à ce que Charles Guenet disait, ça pose effectivement le problème à la fois de l'autonomie fiscale et de l'autonomie financière. Ça pose la question, bien sûr, des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Et je crois effectivement qu'on est sûrement à un moment où, après un certain nombre de décisions qui, comme Charles Guenet l'a rappelé, a renforcé la part de l'impôt national, et pour les régions c'est très net, et aussi en partie pour les départements, il est évident qu'on est arrivé à un moment où on peut se poser la question de savoir si on ne doit pas repenser la gouvernance de ces relations entre l'État et les collectivités territoriales. Nous en avons souvent parlé. Je tiens à préciser, par exemple, que quand il y a eu la baisse des impôts de production, enfin même la suppression des impôts de production pour la CVAE au niveau régional, les régions n'ont absolument pas hésité un seul instant à augmenter leur part de TVA. Ça a été automatique, parce qu'ils sont assez satisfaits de la situation, conséquemment, à la transformation de la DGF des régions en TVA. Et donc, je dirais, on peut peut-être même imaginer, on ne va pas faire le débat ici, mais que j'avance un peu, moi, sur mes idées personnelles, qu'on ne peut pas considérer de la même manière les régions et les départements que le bloc communal. À mon avis, c'est mon avis personnel, où l'attachement au levier fiscal est évidemment très important. Mais, bien évidemment, ça n'empêche pas d'imaginer et de regarder ce qui se passe ailleurs. Et on voit que, par exemple, en Allemagne, je le cite souvent, le modèle allemand qui n'a pas d'autonomie fiscale, puisque ce sont des versements qui sont faits par l'État, mais qui ont un débat chaque année sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales, un débat où ils se mettent d'accord et des dotations sont données, bien sûr, et c'est un pays extrêmement décentralisé. Donc, l'un et l'autre ne sont pas forcément liés. J'ai entendu, Charles, aussi la remarque sur la place du Parlement, et j'avais bien dit tout à l'heure, consultation des élus locaux et du Parlement. Mais je dois dire que, autrefois, quand il y avait le cumul des mandats et que vous veniez au Parlement, vous aviez à la fois le Parlement et les élus locaux. Non, mais je le dis. D'où maintenant la nécessité aussi de parler avec les associations d'élus
parce qu'elle représente les élus locaux, je dirais. Voilà, et c'est renforcé, je dirais, de par la conséquence de la fin du cumul de mandats. Je sens que j'ai soulevé un problème. Il y a un autre point qui m'a été posé par Loïc, c'est sur la DETR. L'amendement qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, conséquemment au rapport de M. Cazeneuve et de Mme Pires-Beaune, ont introduit un critère de ruralité de la commune dans le calcul. C'est-à-dire qu'on a renforcé l'effet rural dans la répartition de la DETR. Excusez-moi. Donc, c'est dans un sens que vous attendiez. Voilà. Alors, je veux dire, on l'a fait, et c'est moi qui ai tranché au dernier moment, on l'a fait dans le sens que vous souhaitiez. On l'a fait cependant modérément, parce que quand vous faites ça, évidemment, c'est le principe de l'enveloppe que signalait tout à l'heure Charles. Il y en a qui sortent, il y en a qui ont moins. Il faut faire très, très attention. Il faut planifier un système progressif. Sur la péréquation, j'ai rappelé tout à l'heure effectivement que le gouvernement soutient le niveau de la péréquation verticale avec le PSR qui alimente le fonds DMTO des départements. Sur le bloc communal, priorité a été donnée sur le soutien aux recettes de fonctionnement en LFR 3. Et puis, il y a eu un amendement du Sénat sur les DMTO pour les moins de 5 000 habitants. Et puis, je rappelle aussi qu'à l'investissement public local, il y a un décile relance qui a été aussi voté. Donc, je voulais dire tout cela et en même temps peut-être terminer pour dire que vous ne m'avez pas posé la question, je vais faire comme Georges Marchais autrefois. Il n'y a que moi qui peux m'en rappeler, quelques-uns, mais bon, voilà. Je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas posée. Je pense que, et vous avez commencé tous les deux par cela tout à l'heure, en fait, votre mission, c'est une toute petite partie des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Et je pense qu'il faut qu'on arrive véritablement à mettre sur le chantier, si je puis dire, un débat consacré aux collectivités territoriales dans les assemblées. Je dis bien un débat, parce que je sais que dans cette assemblée, on est parfois attaché à un budget. Je ne suis pas sûre que les collectivités territoriales y ont intérêt, je le dis franchement. Mais par contre, qu'on ait un débat et peut-être une évolution de la maquette aussi, qui permettrait d'avoir une vision plus large des relations entre l'État et les collectivités territoriales, ce serait intéressant.